classification comme ça. Évidemment, à la fin du XXe siècle, il y a les phylogénies moléculaires qui vont donner l'impression, à tort ou à raison, hein, mais qu'il n'y a plus besoin de caractères phénotypiques pour faire de la systématique. Et il y a certaines disciplines, notamment la morphologie florale, qui a recentré ces questions sur l'évolution des caractères en eux-mêmes, ce que n'a pas fait la chémotaxonomie. Et donc, on a une discipline qui s'éteint à peu près au moment des phylogénies moléculaires. Depuis, il y a quelques études qui essayent de remettre l'évolution des composés secondaires dans un cadre phylogénétique. Donc là, une étude de 2003 sur des alcaloïdes quinolysidiques chez des fabacées, où là, il montre que il y a une apparition unique de certaines molécules et puis une disparition dans un autre clade dans les fabacées. Une étude un peu plus récente en 2012 sur des alcaloïdes produits par les amarylidacées, qui sont une famille de plantes assez toxiques. Il y a les jonquilles notamment dedans. Euh, et donc, où on voit qu'il y a certaines familles d'alcaloïdes qui apparaissent dans certains clades. Donc, il y a l'air d'avoir une répartition quand même systématique des composés. Au XXIe siècle, il se passe autre chose. Il se passe une explosion de la quantité totale de littérature scientifique produite par les communautés scientifiques. Là, c'est un graphique que j'ai trouvé sur le site du ministère de la Recherche. C'est le nombre total d'articles publiés par groupe d'éditeurs entre 2000 et 2020. Et ça, c'est quelque chose qui me fait penser, moi, qu'il y a énormément de données primaires qui se trouvent dans cette littérature et qu'il y aurait un enjeu à explorer tout ça pour produire des jeux de données qui seraient intéressants pour la systématique. Alors, j'ai quelques exemples, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est pour pouvoir utiliser ces composés comme caractère systématique, c'est de faire un lien entre tel composé et puis les taxons qui les fabriquent. Alors, j'ai quelques exemples de littérature qui pourrait servir à faire des jeux de données. Les composés secondaires, ça intéresse la pharmacologie. Là, par exemple, c'est un article qui s'intéresse aux alcaloïdes du naconite et à leur rôle dans l'activité dans la réduction de l'inflammation rénale. Donc, de la pharmacologie. Il y a la phytochimie qui s'intéresse aux alcaloïdes. Donc là, un article qui décrit un nouvel alcaloïde avec une activité antimicrobienne. Il y a l'enzymologie qui s'intéresse aux alcaloïdes, parce que là, vous avez un article où on voit qu'il y a un alcaloïde qui inhibe une monoamine oxydase. C'est des enzymes qui sont importantes, notamment dans la régulation de la digestion. Ça intéresse la nutrition, où là, il y a des plantes qui sont utilisées comme composés, comme complément alimentaire et qui a l'air d'avoir un rôle thérapeutique dans la nutrition. Ça intéresse évidemment l'ethnobotanique, les usages des plantes. Donc là, un exemple d'article aussi qui s'intéresse aux usages traditionnels d'un genre de plante d'un point de vue médical. Donc énormément de sortes de disciplines en fait qui produisent beaucoup de données sur qu'est-ce qu'on trouve comme composé dans des plantes et puis qui étudient ça pour plein de raisons, mais qui pourraient servir de données primaires à des analyses systématiques. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu du clade sur lequel je travaille, qui est un clade qui s'appelle les ranunculales, et sur lequel c'est sur ces plantes-là que je vais vous présenter mon travail. Et, donc, vous avez encadré en noir sa position dans la phylogénie des plantes à fleurs. Donc, l'arbre de gauche, c'est une classification consensuelle des plantes à fleurs. Le clade des ranunculales, c'est le groupe frère de toutes les autres zodicotylédones. Il y a 7 familles dedans et environ 4500 espèces. C'est un groupe qui a été assez étudié. Et pendant ma thèse, j'ai pu faire un cadre phylogénétique, reconstruire la phylogénie de cet ordre-là, dans le but de faire un cadre phylogénétique qui permettait des études sur l'évolution de caractères au départ floraux. C'est un ordre qui est réparti dans le monde entier, à part là où c'est désertique. C'est un ordre qui présente une assez grande diversité florale. Alors, je pense que les boutons d'or et les coquelicots, ça, à peu près tout le monde voit ce que c'est. Les gens qui jardinent, vous verrez peut-être les anémones, les cœurs de Marie, les encolis, des pavots. Une assez grande diversité florale, ce qui mène à l'étude de l'évolution des fleurs dans ce groupe-là.
notamment avec un consortium international sur les ranuncules. On a publié une review l'année dernière qui reconstruit l'évolution florale. Et donc, à partir de ce qu'on reconstruit comme ancêtre de la fleur, eh ben, on peut produire des scénarios qui mènent à l'évolution de la fleur de chacune des 7 familles de ranunculaires. Euh, Comme il y a une morphologie florale très variable, c'est un groupe dans lequel les questions d'adaptation ont été souvent pensées en termes de morphologie florale. Notamment dans la famille des Ranunculacées, il existe des organes. Donc, c'est une famille qui, à elle toute seule, contient à peu près la moitié des espèces de tout l'ordre. Il y a des organes qui sont ici en forme de cornet ou avec des formes bizarres, qui sont des organes qui stockent du nectar et qui jouent donc un rôle dans la récompense des pollinisateurs qui sans doute leur a permis une diversification importante. Donc, un exemple de caractère sur lequel il y a des hypothèses adaptatives. Et à l'intérieur des ranunculacées, il y a une tribu qui s'appelle les delphiniers, dont nous avons un spécialiste ici, qui sont des plantes qui contiennent 900 espèces, à peu près pour 2500 dans toute la famille, et qui ont deux spécificités morphologiques. La première, c'est d'avoir des éperons comme ça qui permettent de contenir les organes qui stockent du nectar. Alors, c'est pas les seuls dans les ranunculacées. Par contre, c'est les seuls qui ont une symétrie bilatérale. Et on sait que les pollinisateurs préfèrent les fleurs à symétrie bilatérale, dans les fleurs en général. Donc là aussi, des exemples morphologiques de caractéristiques à propos desquelles on a envie de parler d'adaptation. Donc je redézoome sur l'ordre en général, et les ranunculales en général, on en fait quelques usages, comme plante ornementale, euh, notamment le pavot de Californie, qui est l'emblème de la Californie. Évidemment, des usages culinaires assez rares, parce que comme on va voir, ce sont des plantes assez toxiques. Mais je mentionne quand même les pâtisseries au pavot et le cumin noir qui est produit par une nigelle. Et on en fait des usages médicinaux et directement liés à leurs propriétés toxiques. Donc, je vais donner des exemples dans 3 familles. Dans les papaveracées, alors j'ai mis des photos d'espèces qu'on peut trouver à l'école de botanique, si vous voulez aller en voir. Dans les papaveracées, on trouve évidemment le pavot à opium, dont des usages sont attestés depuis le néolithique. Le pavot somnifère et qui a un rôle fondamental dans l'histoire humaine puisque c'est la source principale d'analgésiques, mais c'est aussi les substances qui ont permis de déclencher les guerres de l'opium au XIXe siècle et qui sont responsables actuellement de la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc c'est des composés produits par des plantes qui ont un rôle important et qui est parfois très négatif dans l'histoire des hommes. À propos du pavot somnifère, j'ai vu que dans un mois, il y a un séminaire ici sur les usages du pavot somnifère au néolithique et ça a l'air intéressant, donc je vais le mentionner. Deuxième exemple, dans la famille des Ménispermacées, donc une famille de buissons tropicaux. La seule espèce qui pousse à Paris, c'est ces fleurs qui payent pas de mine, là. C'est des plantes qui font des curares. Alors, les curares, il y a des usages traditionnels pour la chasse, donc on empoisonne des pointes de flèche avec des curares. Mais il y a des usages en médecine moderne, hein, puisque pour toutes les anesthésies générales un peu longues, on administre un curare dans le but d'empêcher les mouvements involontaires des muscles des patients. Donc, il y a des usages médicaux importants dans cette famille-là. Et puis, dernier exemple dont je voudrais vous parler, c'est dans les ranunculacées, donc la famille des boutons d'or. Il y a des plantes dans la tribu des delphiniers, donc celles qui sont à symétrie bilatérale, qui sont extrêmement toxiques. Alors, il y a une espèce qu'on appelle l'aconite tulou parce que elles ont une toxicité qui a permis de gérer entre guillemets les populations de loups avec cette plante en empoisonnant les restes de nourriture. Et elles sont tellement toxiques qu'elles ont un genre de backstory chez Ovide dans les Métamorphoses. Ovide dit que l'aconite, c'est la plante qui pousse sur le sol là où la bave de Cerbère tombe. Donc, des plantes avec une réputation un peu sulfureuse depuis longtemps et qui restent dangereuses, hein. Là, on a un exemple en 2018 d'un randonneur qui s'empoisonne au point d'en mourir avec une aconite
en confrontant ça avec un serpent. C'est le moment où je vous mets en garde sur les applis de reconnaissance automatique de plantes. Donc, ce que je voudrais faire sur cet ordre, ce serait replacer dans un contexte phylogénétique l'évolution de ces décomposés qui sont responsables de cette toxicité. La stratégie que je propose, et donc là, je vais vous parler d'une étude qui est en cours de révision, c'est de mettre ensemble des données sur la diversité phytochimique, des données phylogénétiques, dans le but de produire des scénarios d'évolution qui vont nous apprendre des choses sur l'histoire naturelle des taxons. Pour ça, il faut assembler des jeux de données, faire des phylogénies avec des séquences publiées, reconstruire les états ancestraux des caractères phytochimiques et ensuite discuter, et notamment ce qui m'intéresse, c'est cette question de l'adaptation autour des résultats des analyses. Le gros enjeu dans cette procédure, c'est l'assemblage de jeux de données. Parce que, comme je vous ai dit, la littérature est très éparpillée. Il y a énormément de données, mais la littérature est très éparpillée. Il n'y a pas de base de données, il n'existe pas de base de données de composés secondaires qui soit centrée sur la répartition taxonomique. Il y a des données, il y a des bases de données qui sont centrées sur les propriétés chimiques, d'autres qui sont concentrées sur les interactions avec des médicaments, des choses comme ça, mais il n'y a pas un site web qu'on pourrait interroger et dire je veux la liste de tous les composés produits par telle famille. Donc, l'étude dont je voudrais vous parler, ça commence par un script R qui fait des requêtes automatiques dans PubMed avec des mots-clés. Les mots-clés, c'est la liste de tous les genres de ranunculales, y compris ceux qui n'existent plus pour avoir la littérature ancienne, avec des mots-clés comme toxines, alcaloïdes, métabolites secondaires, ce genre de choses. Et ensuite, le script va télécharger tous les abstracts qui répondent à ces mots-clés. Pour cette étude, on a fait un épluchage manuel des abstracts renvoyés par la recherche automatique, notamment grâce à une étudiante de master qui s'appelle Karina Gonçalves Gaspar, qui a fait un travail titanesque de lecture de 193 abstracts pour ensuite aller chercher dans les articles dans quelle espèce ils ont trouvé quel composé. Ça amène 300 composés secondaires pour la littérature jusqu'à 2018. On va revenir là-dessus après. Donc une étape manuelle vraiment très lourde en termes de travail. Ensuite, il y a une deuxième étape qui passe par traduire les noms des composés, donc que nous on comprend, dans un format que les machines comprennent. Donc ça, les phylogénéticiens, ils voient de quoi je parle. Il s'agit de passer de mots à passer à des formats parenthétiques. Donc là, il y a un format qui s'appelle le SMILES, qui décrit la structure chimique des molécules. Donc ça, c'est une étape manuelle pour l'instant, mais qui s'automatise facilement. Et ensuite, vient la question du codage et du regroupement de ces composés, de ces 300 composés en catégories. Et là, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'utiliser un algorithme de classification automatique qui se base uniquement sur la structure chimique. Il s'appelle Classifier. Donc là, vous avez une capture d'écran du résultat d'une requête pour une des aconitines. Donc, il se base uniquement sur la structure chimique et il produit une classification des composés qu'on lui donne. Donc moi, j'ai décidé pour cette étude de faire mes catégories, donc mes caractères, à cette échelle-là. Donc, à une échelle assez fine et suffisamment fine pour faire l'hypothèse qu'il n'existe pas beaucoup de voies de biosynthèse qui donnent les mêmes composés. On reviendra là-dessus après. Donc, une étape automatique de classification des composés pour définir les caractères. Ensuite, la stratégie de codage, c'est une stratégie comportementale. Donc là, ce que j'ai considéré que mes taxons terminaux sont des genres et qu'il suffit qu'un composé soit présent chez une des espèces ou décrit chez une des espèces du genre pour qu'il soit présent dans le genre. Et puis, c'est des caractères de type présence-absence. Ça donne 6 caractères. Toutes les saponines, alors ça, je ne vais pas du tout en parler. D'une part, ce n'est pas des alcaloïdes. D'autre part, c'est un caractère un peu contrôle, un peu parce qu'on s'attendait à ce que ça donne rien. Et puis, 5 alcaloïdes. Donc, la ranunculine, protoanémonine, c'est un couple de molécules qui sont irritants du tube digestif des vertébrés. C'est ça qu'il y a dans les boutons d'or. C'est pour ça qu'on dit aux enfants de ne pas manger les boutons d'or. Ils contiennent des irritants du tube digestif. Rien de très dramatique.
Ensuite, des alcaloïdes dans la famille des alcaloïdes benzylisoquinoliques de type aporphine. C'est ce qu'on trouve dans les magnolias, dans pas mal de magnolidés, dans les ranunculales. Donc, c'est des alcaloïdes assez généraux qui sont toxiques. Donc, a priori, c'est de la défense. Ensuite, les morphinanes. Donc, ça, c'est la morphine, la codéine, l'héroïne, etc. Donc, tous les opiacés. Et puis, les aconitines. Donc, ce qui est produit dans la tribu des delphinés, là, qui tuent les loups et les randonneurs. Côté phylogénie, j'ai utilisé, bah, comme ce que j'avais fait pour la phylogénie que je vous ai montré plus tôt, des données de séquences publiées sur différentes familles de cet ordre que j'ai mis ensemble et contraint par une étude sur des génomes chloroplastiques entiers qui résout un peu des zones de l'arbre que seulement quelques marqueurs n'arrivent pas trop à résoudre. Donc il y a une contrainte phylogénétique qui est basée sur une étude issue de NGS. Donc, on a un jeu de données, des caractères qui sont codés de façon à être des caractères systématiques, une phylogénie. La suite, c'est de faire des reconstructions d'états ancestraux, donc avec de la parcimonie, évidemment, avec des méthodes probabilistes. Et j'utilise notamment une méthode qui s'appelle le Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo, qui est une méthode bayésienne qui va permettre de parcourir tous les modèles possibles. Donc là, on a un modèle, c'est des caractères binaires, je vous ai dit, présence-absence. Donc il y a 4 modèles possibles. Un modèle réversible à un seul paramètre, un modèle à 2 paramètres non réversibles. Donc c'est le plus compliqué, hein, ça va être l'équivalent de GTR, mais pour présence-absence. Et puis 2 modèles unidirectionnels. Donc cet algorithme-là, il parcourt en fait tous les modèles possibles. Il parcourt aussi des collections d'arbres phylogénétiques issus d'analyses bayésiennes. Donc ça tient compte de plusieurs sources d'incertitude, notamment d'incertitudes sur les topologies. Et puis j'ai trouvé une métrique de signal phylogénétique qu'on appelle la métrique D, qui mesure le signal phylogénétique pour des caractères binaires, qui est pensé pour des caractères binaires. Alors ça revient à comparer un nombre de pas à le nombre de pas qu'on aurait si c'était brownien, si c'était aléatoire, etc. Mais c'est discrétisé. Et donc ce que je trouve, c'est que sur mes 6 caractères, il y en a 2 qui sont indistinguables d'une évolution brownienne, un qui a une évolution vraiment aléatoire, 2 qui sont sous pression de sélection et un où c'est une autapomorphie. Donc ça, c'est l'approche compartimentale qui fait ça. Et ce serait intéressant d'aller voir à l'intérieur du genre où elles sont présentes. Donc, mon interprétation de ça, c'est qu'il y a 3 des caractères pour lesquels c'est pas la peine de se poser sur l'adaptation. On est dans un contexte d'inertie phylogénétique. Et donc, on va économiser du temps de réflexion si on ne s'embête pas à réfléchir à l'adaptation. Par contre, pour les 3 autres, ça vaut peut-être le coup de creuser un peu plus la question de l'adaptation. Et donc, je vais vous parler des résultats des ancestros pour ces 3-là. Le premier, c'est donc le couple ranunculine protoanénine, donc des irritants du tube digestif. Donc, le cadre vert, c'est le cœur des ranunculacées. En violet, c'est là où c'est présent. Donc, les reconstructions en parcimonie montrent plusieurs apparitions indépendantes, mais la reconstruction bayésienne, qui est ce camembert-là, montre une apparition chez l'ancêtre de toutes les lignées qui produisent ces composés-là. Ce qui a du sens en termes d'évolution des voies de biosynthèse, parce que c'est plus facile de perdre des gènes que d'acquérir toute une voie de biosynthèse plusieurs fois. Et ce caractère a été utilisé à l'époque de la chimiotaxonomie pour classer les ranunculacées, où on voit qu'il y avait donc, ce qui s'appelait les pro-ranunculacées, qui n'en font pas. Donc ça serait ces lignées-là, là, et puis des lignées comme ça. Celles qui en font, donc des lignées qui sont là-dedans, et puis d'autres qui en font pas, mais qui font d'autres alcaloïdes. Euh, pour les alcaloïdes de type aconitine, là, c'est une synapomorphie de la tribu des delphiniers, donc ça, c'est absolument pas une surprise, mais maintenant, il y a des analyses qui permettent de faire des figures pour montrer ça. La remarque que j'ai là-dessus, c'est que, donc là, vous voyez, les delphiniers sont ici, elles font pas, elles sont donc ici, elles font pas les irritants du tube digestif. Et là, à mon avis, il y a un trade-off sans doute pour l'azote, dans le sens où peut-être que quand
sûr, on tue les herbivores qui nous qu'on mange. C'est peut-être pas la peine, en plus, de leur irriter l'œsophage, alors que ça coûte de l'azote. Euh, dernière, euh, dernière catégorie, c'est les morphinènes. Donc là, c'est une synapomorphie. C'est une autapomorphie du genre papaver. Donc là, c'est mon approche compartimentale, hein, qui ne permet pas d'en dire plus que ça. Mais cette catégorie, elle amène des questions sur des questions méthodologiques. Et je voudrais parler de quelques trucs méthodologiques autour de cette approche. La première, c'est des questions autour de l'homologie. Donc là, vous avez la voie de biosynthèse de la morphine, qu'on connaît très bien, parce que évidemment, c'est des molécules qui ont un intérêt énorme. Et la voie de biosynthèse de la morphine, en fait, donc ça part de la dopamine. Il y a deux chemins, hein, pour faire de la morphine. Soit on passe par la codéine, soit on passe par une autre molécule dont je ne me rappelle plus du nom. Et du coup, est-ce que deux morphines sont homologues alors qu'elles n'ont pas été produites par la même voie de biosynthèse? Ça me paraît être une question qu'on ne peut pas contourner. Par contre, ces deux chemins sont dans la même plante. Et donc, la question de l'homologie, de est-ce qu'il suffit d'observer les composés finaux pour faire des hypothèses d'homologie dessus, je pense qu'en sachant ce genre de choses, on ne peut pas réfléchir aussi simplement que ça. Et qu'il faut argumenter l'homologie avec les connaissances qu'on a sur ce qui se passe dans les voies de synthèse, ce qui revient à regarder ce qui se passe dans les génomes. Parce que ce que produisent en fait, les traits qui sont héritables, c'est les génomes qui produisent les enzymes, ce n'est pas directement les composés. Donc, premier ensemble de questions sur l'homologie. Il y a un deuxième ensemble de problèmes méthodologiques, c'est la question de l'absence. Et là, vous voyez, c'est le caractère qui évolue aléatoirement selon la métrique D. Et il y a des lignées pour lesquelles j'ai codé vraiment des données manquantes. Ça, c'est quand mon script de recherche automatique ne renvoyait rien. Donc, il n'existe pas de littérature sur ce genre. Là où j'ai codé de l'absence, c'est quand il y avait des études qui mentionnaient des plantes de ce genre-là, qui utilisaient des méthodes à large spectre et qui ne détectaient pas les molécules de la catégorie en question. Et là, j'ai codé de l'absence. Mais on sait que les plantes, elles produisent pas leurs composés à toutes les périodes de la journée et dans tous les organes. Donc l'absence d'un composé dans une racine, ça ne veut pas du tout dire que la plante ne peut pas le faire. Donc il y a cette autre question de comment coder l'absence, qui me paraît être aussi une question que je ne peux pas contourner. Donc à partir de ça, je vais proposer trois axes de perspective que j'aimerais développer qui permettraient, je pense, d'affronter ces questions-là. Le premier qui concerne la difficulté d'assemblage des jeux de données, ce serait d'utiliser des méthodes d'intelligence artificielle pour l'exploration de la littérature. Là, je vous ai dit que de 1950 à 2018, on a 193 abstracts. Entre 2018 et 2025, il y en a plus de 500 avec les mêmes scripts. Donc, il y a une augmentation de la quantité de littérature produite qui la rend de plus en plus difficile à exploiter par des humains. Il se trouve que ça a été le cas au moment de Covid. Il y a eu une explosion de la littérature sur le coronavirus qui était ingérable pour les spécialistes, qui se sont donc mis à mettre au point des outils de recherche assistée par intelligence artificielle de littérature scientifique. Et donc maintenant, il y a des choses qui commencent à être assez au point. Par ailleurs, au laboratoire, il y a quelqu'un qui est en train de faire une thèse à l'ISIEM sur de l'intelligence artificielle appliquée aux descriptions morphologiques en botanique, dans le but de remplir des bases de connaissances automatiquement à partir de la littérature botanique. Alors, les descriptions morphologiques de plantes, c'est un niveau de standardisation qui est incomparable avec la littérature là, que j'ai moi, qui est extrêmement hétérogène. Mais c'est des outils qui commencent à se développer et qui commencent à bien fonctionner. Donc ça, c'est un des premiers axes que j'aimerais bien développer. Le deuxième, c'est ce que je vous disais, pour affronter la question de l'homologie, je pense il faut se pencher sur des questions de voie de biosynthèse et pas seulement sur la question de la synthèse des composés. Et c'est quelque chose qui commence à devenir standard. Donc là, c'est une figure qui est issue d'une review d'un laboratoire de pharmacologie de l'université Paris-Saclay qui propose une procédure standard d'élucidation des voies de biosynthèse. Alors, vous voyez, il y a des onyx à plusieurs endroits.
Mais c'est pour dire que ça commence à devenir quelque chose de standard de, voilà, pour élucider la biosynthèse de ça, on va s'y prendre comme ça. Et on va faire de la génomique, on va faire de la métabolomique, et puis voilà le type d'outils, de l'expression d'enzymes, de la caractérisation de composés, etc. Mais un genre de procédure pour élucider les voies de biosynthèse. Donc mon intuition, c'est que si ça, c'est en train de devenir standardisé, ça veut dire que ça va être possible d'avoir des données fiables pour informer les hypothèses d'homologie avec des connaissances sur les voies de biosynthèse de plus en plus de composés. Une équipe en Allemagne là, qui fait de l'évo-dévo des ranunculaires, donc qui fait partie du consortium dont je vous parlais tout à l'heure, est en train de produire des génomes nucléaires complets d'un certain nombre de ranunculaires qui sont celles de gauche. Et ils sont en train de publier le génome du pavot de Californie, donc celle de la plante de droite, en cherchant notamment des orthologues impliqués dans la voie de biosynthèse de la morphine. Et donc là, vous avez en gros, si j'ai bien compris, les réseaux d'orthologie des différents composés que ça donne. Donc ce qui est dans la plante, c'est des choses que le pavot de Californie sait faire. Ce qui n'est pas dans la plante, c'est ce que le pavot somnifère sait faire. Et les petits points, c'est là où on trouve de l'orthologie dans les gènes des débuts de la voie de biosynthèse. Mais donc, c'est quelque chose qui commence à être fait sur ce groupe-là, et donc qui permettra d'informer les hypothèses d'homologie. Troisième aspect, c'est pour se confronter à cette question de l'absence. Je pense que ce serait important de produire des nouvelles données. Là, ce que vous avez, c'est des figures qui sont issues d'un article de 2016 qui s'intéressait à la répartition des propriétés psychotropes des plantes à fleurs dans les plantes à fleurs en général, avec un zoom sur les solanacées. Ils cherchent des alcaloïdes tropaniques et les petits points verts là, c'est là où c'est décrit. Donc eux, ils interrogent une base de données d'ethnobotanique. Ils disent alcaloïdes tropaniques, mais en fait, ce qu'ils cherchent, c'est des propriétés. Donc ils se basent sur les propriétés des plantes pour inférer la présence de certains composés. Et ensuite, avec une approche de phylogénie prédictive qui s'appelle l'approche des nœuds chauds, ils identifient ce clade-là comme un nœud où c'est probable que en fait, il n'y ait pas de perte à ces endroits-là. Et en réanalysant des nouveaux échantillons des plantes de ce clade-là, ils trouvent des alcaloïdes tropaniques dans la totalité des espèces de ce clade-là. Donc, je pense que en fait, il y a pas mal de l'absence qui est juste de l'absence de données. Et il y a des méthodes actuellement qui permettraient, je pense, de remplir ces trous-là. D'une part, on commence à être capable de faire de l'analyse chimique d'échantillons d'herbiers jusqu'au 19e siècle. Les alcaloïdes sont extrêmement stables à l'air libre. Et donc, ça commence à marcher sur des herbiers anciens. D'autre part, il y a de plus en plus de méthodes non destructrices qui apparaissent. Donc là, ça vient d'un papier de 2019 où c'est une méthode donc c'est sur des champignons, mais ils font en gros infuser des gouttes d'eau sur leurs échantillons pendant un certain temps, ou des gouttes de plusieurs solvants d'ailleurs. Et ensuite, c'est en repassant dans ces méthodes-là, donc la méthode HPLC, qui est de la chromatographie en phase liquide, qu'ils analysent les profils chimiques des molécules. Donc, ça devient possible de travailler sur des herbiers anciens et ça devient possible de ne pas détruire les échantillons. Ce qui me paraît être des pistes de réflexion intéressantes. Je voudrais finir sur deux observations pour nuancer un peu ce que je dis sur l'adaptation et pour appuyer le fait que c'est aussi possible de dire beaucoup de choses sur l'adaptation. La première, c'est sur les opiacés. Là, vous avez des exemples d'animaux qu'on a réussi expérimentalement à rendre accro à la morphine, y compris après l'invention des communautés d'éthique. Hein. L'addiction des animaux à la morphine, ça pose des problèmes, y compris pour les cultivateurs de pavots à opium. Donc, imaginez qu'une molécule qui rend addict des animaux qui la consomment, c'est de la défense. Ça me paraît un peu simple. Et donc, quel est le rôle adaptatif de la morphine? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y aurait des choses à creuser du côté de la dispersion des fruits. Est-ce que ça ne pourrait pas favoriser la dispersion des fruits, de plaire aux animaux qui consomment ces plantes-là?
Mais en tout cas, faire l'hypothèse que c'est de la défense, ça me paraît être un peu facile. La deuxième sorte d'observation, c'est encore une fois sur la tribu des delphiniers. Ce sont des plantes dont le nectar est toxique, le pollen aussi. Toxique à des doses qui posent des problèmes aux pollinisateurs. Donc la question du nectar toxique, c'est une question qui préoccupe, disons, les gens qui font de l'évolution depuis longtemps. On point qu'on se demande si c'est un paradoxe ou pas. Donc il y a des revues de littérature pour savoir si le nectar toxique, est-ce que c'est vraiment un paradoxe, comment on pourrait le résoudre. Et chez les aconites, il y a deux études expérimentales qui se sont penchées là-dessus. La première une première sur une espèce qui montre qu'il existe une espèce de bourdon, celle-ci, qui est immune aux aconitines. On connaît la mutation chez ce bourdon qui le protège. C'est au niveau d'un canal calcique qui le protège de l'aconitine. Donc là, la manière de résoudre le paradoxe, ce serait d'imaginer qu'il y a une forme de sélection du pollinisateur. Et il y a une autre étude, alors qui prend complètement le contre-pied, c'est chez une autre espèce, hein. C'est pas des études qui se contredisent, qui montre que au moment où les aconites sont dans la phase mâle, qui est la phase où le pollen et le nectar sont plus toxiques, elles augmentent les signaux visuels qu'elles envoient aux pollinisateurs. Et l'idée, ce serait que ce serait une manière de compenser la toxicité du pollen, qui va quand même contre l'idée que c'est adaptatif. Donc voilà, je voudrais vous laisser là-dessus, sur l'idée qu'il y a des... On peut dire beaucoup de choses sur l'adaptation et que parfois il y a des paradoxes qui posent des questions. Merci beaucoup. Non, c'est l'inverse, c'est plus facile. C'est- c'est- Une fois, les voies de biosynthèse en question, là, c'est des dizaines de gènes. Enfin, pour la morphine, c'est 25 gènes. Ça me paraît plus raisonnable d'imaginer que on a la voie de biosynthèse et qu'on a juste perdu un ou deux des gènes et du coup, on ne fait plus le composé à la fin, que d'imaginer qu'on acquiert plusieurs fois séparément 25 gènes. Non. Ouais. Et alors, du coup, on sent que mais si on prend ça, c'est par le qu'en fait, présent partout, parce que c'est aussi rare, parce que on pas très souvent voir, ou est-ce que c'est par exemple, alors, des exemples réels de convergence avérés, il y en a quelques-uns, notamment il y a un genre d'anonacée qui fait de la morphine. Donc, ça, c'est vraiment. L'éloignement phylogénétique est tellement grand que ça aurait pas beaucoup de chance qu'il y ait vraiment la majorité de l'arbre qui l'ait perdu. Moi, je pense par contre, dans les situations que vous décrivez, que c'est plutôt des composés qu'on n'a pas détectés ou que les plantes produisent pas tout le temps. Et il y a quand même les plantes sont capables d'ajuster quand même la quantité de métabolites qu'elles produisent. Un exemple assez sensible de ça, c'est les pigments bleus toujours dans les décennies qui protègent un petit peu des ultraviolets. Et la même espèce à l'école de botanique là et au jardin du Lautaret dans les Alpes, elle n'a pas du tout la même couleur. Et ça, c'est un ajustement au taux d'ultraviolet. Donc, à mon avis, c'est plutôt qu'on ne détecte pas. C'est pour ça que j'aimerais bien faire des nouvelles analyses. Merci. Merci, merci de le dire. Ouais, oui, oui, ça j'aimerais bien. Mais en fait, pour identifier les gènes, il faut des bons génomes. Et là, dans ce clade-là, les bons génomes, ils sont en cours d'assemblage d'annotation. Donc oui, ce sera possible dès qu'il y aura des génomes farfouillables. Et puis les voies là, la voie de la morphine, on la connaît très bien parce que ce dont tout le monde rêve, ce serait d'en faire par des bactéries. Comme ça, on ne serait pas obligé de faire dans des zones où c'est la guerre. Mais
mais ça coûte trop cher pour le moment. Mais par contre, les voies de biosynthèse des composés qui n'ont pas d'intérêt médical, c'est plus lent de les élucider. Enfin, disons qu'il y a moins d'efforts de recherche. Oui, bien sûr. Ah si, il y a Françoise Aignan qui lève la main. Oui, super présentation. Merci Laetitia. Euh, je voulais ajouter un mot sur en fait Alors, le son marche Est-ce pas. que vous m'entendez? Oui? Allô? Est-ce que tu pourrais poser la question par écrit, Françoise, s'il te plaît? Ça va être un peu compliqué. Vous m'entendez pas? Hmm. Allô, allô? Alors, je vois trois nouvelles questions, mais ouais, mais ça s'est pas rafraîchi. Je voulais rebondir sur sur Sauf l'idée que je de les vois pas. de la Un peu production vers le chat. des composés secondaires Non, je les vois pas. et leur absence. Vous m'entendez pas? Oui, vous entendez bien et non, on n'entend personne de Zoom. Ah, hmm, Bon, essayez de poser des questions dans le chat là. ouais, Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. On ne peut pas chercher des exemples. En fait, il n'y a pas d'énorme d'abandon. On fait pour chaque on va essayer de que c'est là. Alors, le labo à Saclay, dont je montrais le flowchart, là, ils m'ont parlé de- d'analyse assistée par IA de spectrométrie de masse. Donc, on ferait le profil, le profil spectrométrique de tout un échantillon. Et ensuite, pour arriver à démêler quel pic est quoi, il me semble, mais je connais pas du tout bien ces aspects-là, mais il me semble qu'il commence à y avoir de l'assistance par intelligence artificielle pour refaire des profils chimiques à partir de spectrométrie de masse assez bête et méchante. Mhm. Oui, 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 si, ça absolument. Je pense que ce serait plus économe de faire comme ça, de chercher des gènes dans certaines espèces, et puis si on trouve les gènes, de chercher les composés, à condition qu'on connaisse les gènes impliqués dans la voie de biosynthèse, et c'est loin d'être le cas. Ah oui, merci Françoise, on voit ton message. Sur la question de la production de composés de présence et absence de trous dans la phylogénie. Je pense qu'elle est en train de préciser cette question. Merci, merci. Alors, ça dépend, oui, ça dépend des plantes. Pour les morphines, c'est dans le latex des pavots. Et pour les aconiitines, c'est toute la plante. Et une des hypothèses sur une des manières de résoudre le paradoxe du nectar toxique que j'ai trouvé dans la littérature, ce serait que, en fait, elles ne savent pas ne pas le faire. Toutes les cellules produisent de l'aconitine. Et donc, le nectar se retrouve toxique parce que la synthèse ne s'arrête pas. Donc les aconites, c'est toute la plante. Euh, non, non, oui, oui.
Bah, ça dépend de. Je pense que ce qui serait le plus pertinent, ce serait d'identifier dans quelle partie de la plante on trouve les composés qui nous intéressent avant d'analyser tout comme ça. Souvent, c'est les feuilles et les molécules qui sont impliquées dans la défense, souvent, c'est les feuilles et les racines. Et une manière d'approcher ça, je pense que c'est de regarder quelles sont les parties qui sont consommées pour leurs propriétés médicinales dans la littérature ethnobotanique. Parce qu'il y a une immense connaissance vernaculaire sur dans quel organe sont les propriétés. Ce qui peut être, je pense, un proxy de là où sont les composés. Ah, non, ça, je ai pas pensé. Ça, c'est intéressant, hein. Ça serait intéressant, ça, je vais pas du tout regarder. Alors, j'ai la question de Françoise. Il est montré que les composés ont une grande variabilité écologique. Je travaille là-dessus. Comment l'intègres-tu? Par ailleurs, les voies de biosynthèse évoluent grâce au silent metabolism, enzymes morpholines qui sont légèrement modifiées et se remettent ensemble et refont une voie. Ok. Alors, la variabilité écologique, ça, je m'en occupe pas du tout. À partir du moment où ça existe, c'est un caractère systématique. Euh, c'est... Il suffit que ce soit présent pour en faire un caractère d'action. Et les histoires d'enzymes orphelines, pour l'instant, je ne m'en suis pas occupée parce que j'ai utilisé des algorithmes qui font des classifications uniquement de la structure chimique des composés. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder, ouais. Mais qui va dans l'axe de tenir compte de ce qu'on sait sur la synthèse, ouais. Non, non, pas pour le moment, en tout cas. Bah non, c'est ce que je montrais sur la morphine. Déjà, dans la même plante, il y a deux voies possibles, ouais. Alors, celles de la fin des voies de biosynthèse, en général, elles font que ça. Et celles du début. En fait, plus t'es à la fin, plus c'est spécialisé. Ouais. Oui, c'est ce que je disais moi aussi. Mais ça, il faut le montrer. Mm. Oui, oui, et c'est assez hiérarchique, en fait, puisque les enzymes qui vont transformer la dopamine, elles vont transformer la dopamine dans un genre d'alcaloïde générique. Et puis ensuite, plus on avance dans les voies de biosynthèse, plus en fait on avance dans les catégories chimiques aussi. Et ça s'emboîte bien, c'est bien hiérarchique, c'est des beaux caractères en fait. Mais il faut les connaître. Ouais, mais détecter des enzymes, la différence de coût de projet, c'est des ordres de grandeur de différence. C'est beaucoup plus facile de détecter les composés. Surtout qu'en fait, là, ce sur quoi j'aimerais bien pouvoir compter, c'est toute la littérature qui existe déjà. J'aimerais bien éviter d'utiliser des méthodes très chères sur des spécimens, alors que, il y a déjà des ethnobotanistes ou des phytochimistes se sont penchés sur cette section. Bah, c'est ça, c'est en ça qu'il faudrait en tenir compte et les élucider mieux, ouais. Parce que là, ce que j'ai montré comme situation sur la morphine, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que les deux chemins de la voie de biosynthèse, ils sont présents chez les pavots qui font la morphine. Oui, c'est à la fin, ouais. Ouais.
Mais moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est remettre tout ça dans des arbres phylogénétiques et de regarder sur des arbres phylogénétiques, quoi. Ouais, qui fait de la morphine. Non, non. Ouais, 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 complètement. Ouais, ouais. Non, enfin, je sais que la voie de synthèse n'est pas connue encore pour l'instant. Ce serait bien, ce serait bien. Ouais. Ah bien, évidemment. Il y a des convergences entre des plantes et des champignons, notamment sur les tryptamines, qui sont des hallucinogènes. Et là, en fait, il y a pas beaucoup d'étapes entre la dopamine au départ. Je crois que c'est de la dopamine au départ. Il n'y a pas beaucoup d'étapes dans la synthèse. Donc là, le fait qu'il y ait de l'évolution répétée, c'est moins étonnant. Ouais, alors, la plus grande diversité de composés secondaires, elle est produite par les plantes à fleurs, ça on le sait. Les enzymes, elles sont dans le génome. Non, non, c'est vraiment un truc de plantes à fleurs, la diversité des alcaloïdes. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Mais les animaux font très, très peu de diversité de composés. Oui, oui. Oui, mais c'est plus facile d'avoir une bactérie comme symbiote qu'un pavot. Hum, Ça, c'est des bactéries, c'est des champignons ou des bactéries qui les font. Hum. Ouais. Mhm. Les modèles browniens, c'est des manières de modéliser l'évolution de caractères qui viennent plutôt, enfin, qui ont été produites pour des caractères continus. Un modèle brownien, c'est un modèle où l'état de caractère à une génération donnée, il dépend uniquement de l'état à la génération d'avant. Donc, en fait, si tu laisses le temps courir sur longtemps, tu vas avoir que de l'inertie. C'est différent d'un modèle aléatoire où là, enfin, ton état de caractère à une génération donnée, il dépend pas du tout de l'état d'avant, ça peut changer complètement. Et c'est des manières de modéliser l'évolution de caractère. Ça donne le modèle brownien en théorie, c'est ce qui modélise une évolution une évolution où il y a de l'hérédité et pas de pression de sélection. J'en ai aucune idée. Je pense qu'il faudrait demander à un physicien. Ouais, ça m'agace un peu quand les physiciens parlent de biologie, alors je me permettrai pas de parler de physique. Ben, merci beaucoup.